avec nous aujourd'hui Emmanuel Matodi, professeur des universités en urbanisme, Fatima Chaïd, juriste spécialisé dans la gouvernance locale au Maroc, et Martin Péricard, chef de projet au sein de l'Agence française de développement. Bonjour et merci beaucoup pour d'abord pour ce livre et d'avoir accepté notre proposition et notre invitation de venir nous parler de ce livre. Donc, sauf si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à vos présentations. Non? Non, bah écoutez, c'est très bien. Juste peut-être dire un mot en disant que c'est une équipe plus large que celle que nous représentons aujourd'hui. Il y a des personnes sur le terrain qui ont travaillé avec nous et tout à l'heure, on dira un mot sur comment on a travaillé et avec qui. Merci, Martin. Bah, déjà, la première chose, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi vous avez choisi de travailler sur cette thématique, sur ce livre? Pourquoi ce livre? Et pourquoi le publier et ne pas le laisser juste une étude entre chercheurs ou entre personnes qui sont intéressées? Alors écoutez, pour reprendre un peu la genèse de ce travail, c'est une question qui peut être attachée à une sorte de paradoxe, dans la mesure où ce qui nous réunit principalement, c'est notre travail sur le Maghreb, même si on est intéressé par l'ensemble des pays qui bordent la Méditerranée. C'est vrai qu'on a un tropisme sur ces trois pays. Et quand on regarde ou on écoute un peu ce qui se dit sur le Maghreb, on a des informations principalement qui nous reviennent, comme quoi la Méditerranée est un cimetière, comme quoi les institutions comme l'Union européenne passent des accords pour rejeter les personnes qui sont sur des bateaux où ils risquent leur vie. Et puis, c'est vrai aussi qu'on parle du problème des migrations avec des subsahariens qui, au Maroc ou en Algérie ou dans d'autres pays, sont rejetés, maltraités. Donc, c'est vrai que on avait un sentiment que ce qui était dit sur ces pays du Maghreb ne correspondait pas forcément à ce que nous, en tant que praticiens ou chercheurs, on voyait sur ces terrains. Une autre facette de ce paradoxe concernait les sociétés civiles. Avec, vous le savez, des mouvements qui ont émergé principalement en Tunisie, puis sous une certaine forme au Maroc dans la foulée, et puis un peu plus tard et récemment en Algérie, en sachant que dans ces trois pays, historiquement, il y avait eu déjà des mouvements de la société civile et de l'inscription de ces sociétés civiles dans l'espace public. Donc, pour résumer cette question un peu paradoxale, c'est l'idée que nous avions d'un côté des informations que nous ne pouvons nier, c'est-à-dire que c'est effectivement une part de réalité, mais c'est vrai que nous, quand nous allions sur le terrain dans ces trois pays, eh bien, on voyait des actions formidables menées par des associations, des collectifs d'habitants, des structures formalisées ou informelles sur des domaines touchant la santé, l'éducation, l'écologie, l'emploi, la culture.
bref, une sorte de fourmillement d'initiatives qui était en contraste un petit peu caché, moins mis en lumière en tout cas, que les actions de la société civile par rapport à une revendication de droits humains, de droits sociaux, de droits économiques et de droits politiques aussi. Toutes ces expressions de la société civile étaient mises en valeur, mais celles que je viens de citer qui ressemblent ou qui s'assemblent dans des dynamiques de développement, dans des dynamiques structurantes, eh bien c'est vrai qu'on en avait un peu moins la perception. Donc c'est ce désir-là, hein, puisque c'est vrai que on en avait aussi l'envie, c'est ce qui nous réunit. On avait envie d'apporter un éclairage sur cette face cachée des sociétés civiles. Okay. Merci Martin. Je ne sais pas si vous, Emmanuel, Fatima, si vous voulez rajouter. Non. D'accord, mais pardon? Ok, ben, du coup, la question qui se pose aujourd'hui, mais non, vous êtes lancé dans ce travail, mais la question qui se pose, c'est comment vous êtes organisé pour mener ce travail, c'est-à-dire comment vous avez procédé pour mener votre travail. Alors, peut-être juste dans le prolongement du propos introductif de Martin, en fait, dire qu'effectivement, on a été une petite équipe, donc vous avez là seulement trois représentants. Il y avait, durant la durée de cette recherche qui s'est écoulée sur 2 années, des étudiants qui nous ont accompagnés, mais aussi des référents dans chacun des pays, dont un référent qui a joué un rôle très important avec nous sur l'Algérie, qui est Arabe Isarouken, qui peut-être va nous rejoindre, on ne le sait pas. En tout cas, voilà, un grand merci à lui et puis à tous ceux qui nous ont accompagnés durant ces 2 années. Après, pour répondre à votre question, Khalid, aller à la recherche d'initiatives portées par des associations, par des collectifs, nécessitait de trouver les moyens de les repérer, puis ensuite de les observer. Il fallait, alors je vais revenir là-dessus, hein, mais il fallait aussi chercher à inscrire l'observation de ces initiatives dans les mouvements plus globaux, finalement, de l'évolution de la société civile et de la situation des 3 pays en général, afin de contextualiser notre propos et surtout d'être plus à même d'analyser finalement chacune des initiatives que nous allions observer. Du coup, pour y parvenir, qu'avons-nous fait? On est d'abord remonté dans l'histoire, de l'époque coloniale à aujourd'hui, pour voir comment le monde associatif avait évolué au cours du temps dans chacun des 3 pays, pour étudier finalement ce qui pouvait le distinguer des formes d'organisation communautaire, pour étudier ce qui pouvait nous permettre de comprendre son vis-à-vis dans sa relation au pouvoir public et à l'État, pour comprendre aussi finalement les actions menées et les moyens accordés à ce monde associatif et à son évolution au cours du temps. Donc, d'abord, une investigation historique assez ciblée, hein, pour tenter de mettre en exergue finalement les grandes étapes de l'évolution du milieu associatif. On en reparlera après. On a ensuite tenté de caractériser la situation actuelle par l'appréhension des acteurs en présence et la montée en complexité du paysage qu'ils constituent. Mais on a aussi cherché à caractériser la situation actuelle par l'observation des relations entre la société civile d'un côté et l'État de l'autre. Et puis enfin,
on a essayé de voir en quoi les formes d'appui offertes par les acteurs de la coopération internationale avaient des effets ou pas sur le milieu associatif et les actions qu'ils pouvaient mener. Donc, une série de domaines d'investigation liés à l'histoire, mais liés aussi à la situation présente, pour bien contextualiser les choses. Pour arriver à ça, on a une démarche assez classique dans la conduite d'une recherche. C'est bien évidemment l'obligation de faire le tour de la littérature scientifique existante, mais aussi de mener des entretiens dans les 3 pays avec un nombre aussi élargi possible de personnes. Donc on a rencontré des universitaires dans chacun des pays qui travaillent sur ces questions-là. On a rencontré des militants associatifs dans chacun des pays pour reconstituer ce fil de l'évolution historique. Et puis enfin, rencontrer des acteurs institutionnels à l'échelle des collectivités locales, à l'échelle des administrations centrales, mais aussi à l'échelle des acteurs de la coopération internationale pour répondre à ces interrogations qu'on pouvait avoir vis-à-vis de la relation à l'État ou vis-à-vis de la relation aux acteurs de la coopération internationale. Voilà pour ce qu'il en est de la manière dont on s'y est pris pour analyser le contexte et le prendre en compte. Pour les initiatives maintenant, Martin on a dit quelques mots, je reviens là-dessus. On a voulu se focaliser sur celles qui agissent dans les domaines de l'éducation, mais aussi dans les domaines de l'aide à l'emploi, comme dans des domaines qui relèvent de l'accompagnement social, avec l'observation des formes de solidarité qui peuvent se faire à l'échelle micro-locale. Et puis enfin, on s'est penché sur des associations qui pouvaient agir dans le domaine de l'environnement, notamment et principalement dans ce qui pouvait concerner la gestion des déchets, leur traitement, leur recyclage ou autre. Donc des domaines qui touchent principalement au secteur socio-économique et environnemental, détachés des questions dites plutôt politiques. Mais en même temps, on ne s'est pas empêché d'observer des acteurs associatifs qui pouvaient agir dans le domaine des droits, mais aussi dans les domaines de la participation citoyenne. Parce que à prendre le temps de s'entretenir avec des associations, on a pu voir que dans ces domaines-là, il y avait des évolutions intéressantes et que d'aller les observer, ça pouvait aussi enrichir notre propos au regard des associations qu'on étudiait dans les autres domaines. Donc au total, on a rencontré, observé l'équivalent d'un peu plus de 70 initiatives à l'échelle des 3 pays. S'il faut, je reviendrai sur la manière dont on a procédé pour les identifier et les observer, mais voilà, dire que c'est à peu près ce nombre-là d'initiatives qu'on a observées. Pour finir, ce qui est peut-être important d'avoir à l'esprit, c'est que ce qu'on a voulu privilégier dans l'observation et l'identification de ces initiatives, c'est d'abord ce qui est porteur de changement, ce qui est porteur d'innovation, ce qui est porteur de participation des acteurs concernés. C'est aussi ce qui peut venir suppléer, modestement certes, mais suppléer aux déficiences de l'État et à la faiblesse des politiques publiques. Donc, il est essentiel d'avoir à l'esprit qu'on n'a pas été dans la recherche ni de l'exhaustivité, ni de la représentativité des initiatives observées. Alors, ça renvoie à 2 choses. La première, c'est que, vous l'aurez sans doute compris, derrière notre recherche, il y a un parti pris, qui est celui de braquer les projecteurs, de mettre en lumière, parce qu'on n'en parle finalement que trop peu, ce qui semble porteur de changements intéressants dans l'éducation, dans l'accompagnement social, dans les solidarités locales, et ce qui peut générer des impacts sociaux et territoriaux qu'il faudrait mesurer finement, en profondeur, et ça nécessite du temps. Donc, un parti pris, évident. Ensuite, il y a un travers méthodologique qu'on ne pouvait pas résoudre à vouloir recenser les initiatives dans leur exhaustivité ou dans leur représentativité. Vous imaginez l'importance du travail que ça aurait pu représenter à l'échelle de 3 pays, quand on sait que dans chacun des pays, il y a des associations qui se chargent de repérer
il identifiait toutes les associations actives et qu'il leur faut des années pour ça. Vous imaginez bien qu'à l'échelle de 2 ans, on ne pouvait pas y arriver. Ça, c'est sûr. Et puis après, comme nous, vous n'êtes pas sans savoir que dans ce paysage très complexe des associations, il y en a qui sont vivants, d'autres qui ne le sont pas. Vous avez des acteurs qui agissent dans un champ plutôt officiel, d'autres plutôt informel ou caché. Sans compter que tout ceci évolue très vite, et à la fois dans l'espace et dans le temps. Donc voilà, tout ça pour la manière dont on s'y est pris, les partis pris du côté de se concentrer sur une catégorie d'initiative en tant que telle, porteuse de changement surtout, et puis un biais méthodologique dans lequel on ne voulait pas rentrer. Ok, merci. Merci Emmanuel. Vous avez parlé un petit peu sur la méthode que vous dites. Sur cette méthode, là, ça nous donne envie un peu de savoir un peu quels sont les premiers aboutissements et quels sont les résultats un peu, si on veut dire, significatifs de cette recherche. Et vous avez mentionné que vous avez commencé d'abord par remonter un petit peu dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cette histoire en fait? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette histoire? Bonjour tout le monde. En fait, la dimension historique, elle s'est imposée à nous parce qu'en démarrant cette étude, on s'est posé les questions, qu'est-ce qui fait que ici, la société civile, elle s'est organisée, elle s'est renforcée, elle est devenue agissante, et qu'est-ce qui fait qu'ici, elle est en stagnation, elle est mise en veilleuse, qu'est-ce qui fait la différence? Et donc, quels étaient les facteurs marquants qui ont eu une influence sur cette évolution de société civile. Et donc, c'est ce qui nous a poussé à aller faire une lecture sans rentrer dans l'histoire pure et dure encore, une lecture des différents éléments, facteurs qui ont eu une influence sur l'évolution de la société civile. Notamment, par exemple, quel est le poids de l'histoire sur ce qui se passe aujourd'hui. Quelles sont les ruptures, quelles sont les continuités qui font qu'aujourd'hui on a un constat et comment voir aussi ce qui nous a permis aussi de voir quelles sont les tendances par rapport à l'avenir. Donc ça, c'était un petit peu le côté historique qui était très important, qui nous a renseigné sur ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement et éventuellement avoir des éléments sur les tendances futures. Alors, si on revient sur l'histoire, et je ne vais pas m'attarder beaucoup, je vais aborder les principaux éléments. D'abord, dans les 3 pays, si on remonte avant le fait qui a quand même marqué l'histoire des 3 pays avant la colonisation, nous avions une société organisée selon un mode traditionnel qui fonctionne et organisée selon les us et les coutumes. C'est un peu des sociétés tribales avec les institutions de Jma'a, de Twiza, qui organisaient la vie dans les différents niveaux, que ce soit la vie sociale, la vie militaire, la vie économique, la vie concernant le développement social. Et puis après, ce qui fait aussi l'histoire commune de ces pays, c'est qu'ils ont été colonisés par le même pays, la France. Et donc, cette colonisation, au-delà de tout ce qu'elle peut apporter, les premiers éléments qu'elle a introduits, c'est à côté de cette organisation traditionnelle, elle a introduit le droit positif, la loi de 1901 qui organise l'association. Et donc, du coup, 2 conséquences. La première, c'est que en introduisant cette loi, on crée une dépendance de ces organisations vis-à-vis du pouvoir, alors qu'ils s'étaient auto-organisés avant. Et la deuxième conséquence, c'est que déjà, avec cette introduction, il y a eu l'affaiblissement de ces organisations traditionnelles. Et c'était cherché parce qu'il fallait réduire leur importance et leur poids. Donc ça, c'est les premiers éléments. Alors, passant cette période, ce qui pourrait aussi être des facteurs importants, c'est que pendant cette période, on a vu quand même les premiers noyaux se mettre en place avec l'introduction de la loi
de la loi sur l'association, le premier noyau d'associations, de syndicats, de partis. Bon, il y avait le premier noyau également, la résistance pendant cette période qui s'est organisée par rapport à l'indépendance. Alors, arrivé l'indépendance, et je reste schématique parce qu'autrement, ça nous prendra beaucoup de temps, il y a beaucoup de détails dans le livre. Arrivé l'indépendance, dans les trois pays, on a vu des régimes qui arrivaient et qui promettaient plus de liberté, plus de démocratie, plus de développement. C'était l'aube de l'indépendance, c'était un peu l'euphorie de l'indépendance. Et donc, effectivement, les trois pays ont commencé à s'organiser, mais rapidement, il y a eu un durcissement dans les trois pays, avec des régimes qui sont différents, on va y revenir par la suite, un durcissement qui a fait qu'il y a eu une répression qui commence à s'organiser, une limitation dans les trois pays de droits de création d'associations, y compris le droit d'expression et tout ce qui concerne les libertés. Et donc, à ce moment-là, on est déjà dans les années 70-80, on va avoir commencé à s'organiser de la résistance. Et c'est là que sont nées les premières associations de droits de l'homme, les associations des femmes. Mais à côté, il y avait la création d'un certain nombre d'associations qui étaient caritatives, qui intervenaient dans le domaine social, mais qui étaient soutenues par des pouvoirs publics, mais également qui intervenaient au niveau culturel, il y avait des clubs culturels, des clubs sportifs. Donc, cette période, il y avait quand même un début, c'était pas la masse, mais il y avait une vie associative qui s'organisait. Et donc, l'arrivée de ces associations de droit qui ont un référentiel universel, va changer énormément la donne. Ils vont jouer un rôle important depuis cette période jusqu'à aujourd'hui. Et donc, qui dit problème politique, répression, organisation de la résistance, dit également à côté des problèmes sociaux. Donc, on est déjà dans la période des années fin 80-90, les problèmes sociaux, l'arrivée des passes, l'arrivée des problèmes économiques dans les différents pays, avec l'appui et la pression des institutions internationales qui vont commencer à intervenir dans l'économie et dans toute l'organisation de ces pays, et qui va conduire à l'ouverture vers d'autres types d'associations qui sont les associations de développement, qui vont commencer à naître, celles qui sont créées par les pouvoirs, mais il y en a celles aussi qui interviennent, et on va y revenir après après cette période et dans la foulée, nous avons vu l'apparition d'associations à référentiel religieux qui étaient soit encouragées pour contrecarrer les forces modernes, soit carrément combattues, soit interdites selon chacun des pays. Et donc, ça, c'était un petit peu les points communs dans les différents pays, mais je dis encore schématiquement. Et si on veut venir maintenant aux spécificités de cette période, alors qu'est-ce qu'on a eu pendant cette période? Il y a des éléments qui nous sont montés du terrain et que plusieurs observateurs nous ont beaucoup insisté sur ces facteurs. C'est les régimes qui étaient mis en place. C'est vrai que c'était des régimes autoritaire, c'est vrai qu'il y a eu de la répression, c'est vrai qu'il y a eu aussi, les gens ont payé de leur vie pendant, au moins pour le Maroc, pendant 40 ans, on le sait très bien. Mais la différence entre les trois pays et par rapport au système mis en place, c'est que ce soit en Algérie, que ce soit en Tunisie, il y avait un parti unique, et donc qui dit parti unique, dit parti qui contrôle à la fois l'appareil de l'État, mais à la fois la société, avec bien sûr des différences et des nuances. Mais au Maroc, le Maroc avait choisi le multipartisme, bien sûr cadré, organisé, contrôlé. L'État a créé ses propres partis politiques également, mais ça fait la différence et selon plusieurs observateurs, ça a un impact sur l'évolution de la société civile. Alors, il y a un autre élément qui est aussi mis en avant par les gens qu'on a rencontrés, c'est qu'au Maroc, il y a eu quand même quelques desserrements. D'abord, la première, c'était au moment de l'arrivée de l'alternance en 1990, après 40 ans d'opposition au pouvoir, qui a permis de desserrer un peu les taux des libertés, qui a joué un rôle important dans ce qui suit. Et puis après, il y a eu le changement de reine, avec ce qu'il a comme limite et comme
et comme également ce qui aujourd'hui pose la question par rapport aux libertés et autres. Mais également, il y a eu cette politique transactionnelle qui a été importante et qui a permis on va dire, de faire baisser un petit peu la pression. Alors qu'en Tunisie, la différence, elle est faite par rapport aux syndicats qui sont très forts et qui sont très puissants et qui ont joué un rôle important dans toute la période qui a suivi 2011. N'oublions pas que cette période a connu des conflits, a connu des blocages, a connu des assassinats. Et donc, grâce au dialogue qui a été organisé, il y a eu une continuité qui est importante. Et par rapport, donc, après, à ce qui peut aussi faire la différence par rapport aux trois pays, on va trouver qu'au niveau juridique, c'est un facteur sur lequel on ne s'arrête pas beaucoup, mais qui est important. Au niveau juridique, dans les trois pays, au début, on était sur des systèmes de création d'associations déclaratives, ce qu'on appelle le système déclaratif, c'est-à-dire que tu fais une déclaration, tu as ton association, tu commences à travailler. Mais le long de cette période, ce système a été plus ou moins limité pour arriver à un régime déclaratif, mais qui est quelque part aussi d'autorisation, parce qu'il y a eu des pouvoirs discrétionnaires qui étaient donnés aux autorités pour pas interdire la création d'associations. Il y avait d'abord ça dans les trois pays. La différence, c'était que, en plus, par exemple, si on prend le cas de la Tunisie, il y avait d'autres limites à la création d'associations et qui ont joué un rôle dans ce qui se passe par la suite. C'est qu'il y avait la première limite au niveau de la loi, c'est que l'association devait rentrer dans une catégorie, et donc lorsqu'on oblige l'association à rentrer dans une catégorie, il y avait 8 catégories qui étaient autorisées par la loi, donc déjà c'est une limitation. La deuxième, c'est l'échelon, on n'avait pas, on est local, mais on ne peut pas intervenir au niveau national. Mais au troisième lieu, il y avait la souveraineté de l'association. C'est par exemple, je prends le cas de la Tunisie, une personne qui fait une demande d'adhérer, l'association n'avait pas le droit de lui dire non. Donc, cette souveraineté associative qui existe dans les autres pays, elle n'existait pas, par exemple. Mais ça, c'est des nuances. Il y a beaucoup plus de détails encore dans le développement du livre. La troisième et la dernière spécificité, elle est au niveau des financements. Donc, le Maroc a connu un processus de financement qui a démarré lentement, mais qui s'est organisé, qui s'est concentré, mais il y avait aussi la présence de la coopération internationale qui a beaucoup aidé dans la structuration, dans la professionnalisation. Un financement beaucoup plus du contrôle en Tunisie, parce que, y compris les différents organes de coopération nous l'ont confirmé, ils ne pouvaient pas intervenir en Tunisie du temps de Ben Ali. Et la troisième, c'est-à-dire au niveau également des financements qui étaient conditionnés, contrôlés. Parfois, si je prends par exemple le cas de l'Algérie, il y avait le financement des associations de masse qui avaient plus un statut public qu'un statut privé. Alors, les premiers constats sur lesquels on s'est arrêté, je vais les citer globalement, après on rentrera, mes collègues rentreront dans le détail. C'est aujourd'hui, on est dans une société civile, entre guillemets, un peu composite, et qui a plusieurs traits de caractère. Le premier, c'est une croissance mais importante dans les trois pays. Si je prends par exemple le cas de la Tunisie, on est passé de quelques 2900 associations, je crois, en 1990 à 18 000 au moment où on faisait l'enquête. Au Maroc, de 44 000 en 2007 à 200 000 en 2019. Donc, mais cette croissance, elle cache beaucoup de disparités. Et mes collègues vont y revenir tout à l'heure. Ça, c'est le premier caractère. Le deuxième, c'est au niveau des statuts. On a plusieurs statuts, le formel, l'informel, les plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le milieu associatif, il y a plusieurs statuts qui permettent d'agir, y compris d'une manière informelle. La troisième, c'est au niveau des formes d'expression. Donc là, on est dans la domestication de l'espace public par tous les moyens, la conquête de l'espace public, la liberté d'expression et différents niveaux.
d'une manière directe par les sites, mais aussi au niveau virtuel. On va y revenir, le virtuel a joué un rôle important. Au niveau du référentiel, nous avons le référentiel traditionnel, conservateur, mais le référentiel également universel, et entre les deux, il y a plusieurs nuances. Au niveau du positionnement, nous avons des associations qui sont dans la confrontation, mais nous avons celles également qui sont dans l'allégeance, nous avons celles qui sont dans l'opportunisme, donc il y a du tout, là encore là-dedans. Et il y a aussi, le cinquième élément, c'est qu'il y a une fracture entre les anciennes et les nouvelles, une fracture spatiale également, nous allons y revenir, et une inégalité d'accès, que ce soit au financement, que ce soit à la visibilité, que ce soit au positionnement. Donc ça, c'est globalement les grands traits. Alors, notre objectif n'était pas de faire une typologie, mais nous avons pu dégager au moins deux tendances actuellement. La première tendance, c'est qu'on a les anciennes associations, l'ancienne génération, dans lesquelles il y a les associations de droits de l'homme, les associations de droits des femmes, qui continuent à travailler de la même manière en défendant les droits et les libertés. À côté, nous avons ce qu'on appelle les associations de services ou de développement, et là, il y a des nuances. Principalement, il y a celles qui se disent des associations de développement qui ont un projet de société, qui ont une vision, qui ont des principes, qui ont des valeurs et qui savent ce qu'ils sont en train de faire et qui sont également sur le plaidoyer sur les questions de droit. Mais nous avons celles qui sont technicistes, qui vont s'occuper du projet, qui ont aussi son utilité et son importance. Alors, en troisième lieu, nous avons celles qui sont dans un référentiel religieux et qui sont pas anciennes, mais qui, elles, sont en lien. Et là, j'ai oublié de le dire. C'est-à-dire, même aujourd'hui, pour faire une lecture, dans les associations, les liens parfois qu'il y a avec le politique ne nous permettent pas d'avoir une belle lisibilité sur les positionnements. Et donc, les associations référentielles religieuses, il y a un lien avec le politique qui est très fort, mais il y a aussi un ancrage par le social et donc une conquête de l'espace. Ça, c'est une réalité qu'on a constatée et qui est soutenue, y compris par les organisations internationales. Bon. Après, donc, ça, c'est la première génération. La deuxième génération qui, elle, est forte par sa capacité de mobilisation virtuelle et qui a quand même joué un rôle important depuis 2011. Aujourd'hui, c'est des associations qui ont fait bouger les lignes. Pouvoir mobiliser en instantané dans plusieurs villes, dans plusieurs pays sur des thématiques et sur des mots d'ordre bien précis, c'est quelque chose qui a fait avancer vraiment tout ce mouvement dans les trois pays. Alors après, il y a ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a dans la nouvelle génération des associations hybrides qui sont entre l'association et l'entreprise, qui cherchent à assurer une pérennité en menant à la fois des associations, des projets en faveur de leur cause, mais également essayent de s'organiser pour être dans la pérennité et ne pas dépendre des financements des autres bailleurs de fonds. Et il y a celles qui tâtonnent, qui sont à la recherche de positionnement, de financement ou de positionnement personnel. Bon, ça un peu, c'est les tendances globales, mais dans ces tendances, nous avons quand même quelques éléments qui peuvent faire la différence. Aujourd'hui, nous avons quand même au niveau de la Tunisie une rupture totale avec l'ancien régime grâce à ce qui s'est passé depuis 2011. Et donc, une société civile connue et reconnue. Et grâce à ce qui s'est passé, nous avons aujourd'hui une loi qui, je crois, l'une des plus libres et des plus démocratiques concernant les associations en Tunisie. Mais reste que cette société civile, elle est jeune. Elle a besoin d'appui. Elle a besoin d'être renforcée. Elle a besoin c'est vrai qu'il y a eu une concentration de l'appui pendant de 2011 jusqu'à ce qu'on ait passé, mais au moment déjà en 2017-2018, on a senti qu'il y avait un essoufflement. Donc aujourd'hui, je crois qu'au niveau de la Tunisie, et vu les problèmes économiques également qui se posent dans ce pays, il y a un véritable appui. Nous avons besoin d'un appui important, sans oublier qu'il y a des associations qui font l'ombre aux autres et sans oublier aussi qu'il y a l'hégémonie un petit peu du quartet sur le reste. Donc là aussi, au niveau des positionnements, il y a des nuances à faire.
Au niveau du Maroc, nous avons un tissu associatif qui a peut-être duré dans le temps, qui a bénéficié de l'appui international, qui a bénéficié de l'appui y compris des pouvoirs publics, parce qu'il y a une organisation, il y a des appels à projets, il y a des financements dans les ministères, ce qui n'est pas rien, c'est encore peu, mais ce n'est pas rien, et qui fait qu'on a quand même cette progression, une professionnalisation, une coalisation, c'est-à-dire un réseautage, mais qui reste quand même faible, avec bien sûr ce qui se passe actuellement en termes de limitation de liberté, que ce soit d'expression, de réunion, et également le danger de voir à la fois en Tunisie et au Maroc l'idée de réviser les lois sur les associations. Donc ça, c'est des risques qui pourrait limiter Mais nous avons l'espoir qui vient de l'Algérie avec l'émergence de cette société civile, avec l'émergence de tout ce qui s'est passé en 2019 et j'espère que ce qui s'est passé en 2019 ne va pas être étouffé parce que ça donne l'espoir quand même par rapport à nos pays parce que ce qui se passe dans un pays il est aussi quelque part dans l'autre. Alors, je vais terminer peut-être par trois autres éléments où je laisserai peut-être mes amis intervenir et je reviendrai sur la question des pouvoirs publics un peu plus tard, si vous avez des compléments à ajouter. D'accord ? Très bien, Fatima, nous, on est tout à fait favorable à cette proposition. Alors, peut-être sur l'histoire, un mot sur l'Algérie. On peut dire que en Algérie, récemment, on a vu des manifestations qui étaient très fortes au niveau de la société civile. Pour autant, ce qui est intéressant, encore une fois, dans notre travail, c'est que dès le départ, on avait pris le postulat de dire on ne s'intéresse pas à cette partie des sociétés civiles et aux politiques. Et en fait, on s'est aperçu au cours de la recherche, mais Emmanuel précisera les choses, que même si on voulait scinder entre dynamique de développement et expression des sociétés civiles dans l'espace public, finalement, c'était difficile à faire et que Fatima l'a dit lors d'une mission, on était ramené à chaque fois sur ces questions d'expression des sociétés civiles. Et finalement, en y réfléchissant, on peut dire que l'objet de recherche qu'on a essayé de travailler, il a plusieurs facettes, mais c'est le même objet de recherche. Donc, on peut difficilement le scinder. Et donc, sur l'histoire en un mot, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en Algérie, même si le rapport entre société civile et l'État FLN a été de tout temps relativement difficile et contrôlé, hein, et on pourra dire pour le présent que ça continue, hein, que la répression, le fait d'encadrer la société civile et les associations, c'est quelque chose qui était vrai hier, mais c'est quelque chose qui est encore vrai aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a eu tout d'abord en Kabylie, puis en 88, ce qui a été appelé le printemps algérien, et puis on sait ce qui s'est passé en 91. Suite aux élections et qui a donné la décennie noire. Et puis on voit maintenant, en 2019, la mobilisation de façon totalement pacifique de la société civile algérienne et avec les résultats qu'on a vu apparaître sur le fait que tout le régime de Bouteflika est tombé. Mais ce qui nous a intéressé, par exemple, dans notre travail, c'est de se dire que
et on n'imaginait pas forcément que durant toute la décennie noire, même si les associations étaient finalement très en retrait, elles existaient. Il y a même des associations qui se sont créées sur des sujets comme le VIH, sur des sujets qui étaient difficiles. Notre collègue arabe nous racontait qu'il a distribué des préservatifs alors qu'on était en pleine décennie noire. Donc ça, c'est un élément important parce que on peut se dire qu'il y a une continuité. Finalement, l'expression des dynamiques de développement, elle a toujours été là. Plus ou moins avec des difficultés plus importantes à certains moments que d'autres. Si on prend 88, il y a eu à un moment donné l'espoir que ça allait se desserrer, et puis il y a eu de nouveau un revirement, et c'est là où le politique interagit avec la société civile et qu'il est très difficile de faire la part des choses et de scinder l'objet de recherche. Parce que c'est aussi dans le rapport entre la société civile et le pouvoir chérifien, la société civile et le pouvoir FLN, ou la société civile et le pouvoir de Ben Ali, il y a quand même, et Fatima l'a souligné, il y a des différences, mais il y a aussi un certain nombre de régularités. Et en tout cas pour l'Algérie, je laisserai mes collègues le dire plus précisément sur la Tunisie et le Maroc, mais pour l'Algérie, on peut dire que les dynamiques de développement ont toujours été portées tout au long de l'histoire, sous différentes formes, informelles ou formelles, mais elles ont toujours été là, y compris dans les périodes les plus difficiles. Peut-être que Emmanuel, tu veux compléter. On m'entend? Oui. Peut-être juste pour conclure sur cette présentation de la situation actuelle qui renvoie finalement à une complexité grandissante de la société civile dans chacun des trois pays, dire deux petites choses. La première, elle a été évoquée tout à l'heure par Fatima, mais elle semble être très importante, c'est l'introduction des nouvelles technologies qui, bien évidemment, jouent un rôle très important dans l'organisation de mouvements éphémères, de manifestations au travers des réseaux sociaux. Je ne reviens pas là-dessus, tout le monde a ça à l'esprit, notamment avec le Irak, et puis ce qui s'est passé en 2011 en Tunisie et au Maroc et ailleurs. Mais c'est aussi l'arrivée des nouvelles technologies qui introduisent des nouvelles manières de faire dans le déroulé des activités d'un grand nombre d'associations. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais dans la manière d'observer la vie politique, d'assurer la transparence des débats, d'accompagner les bénéficiaires dans un certain nombre de domaines qui relèvent de l'éducation ou de l'emploi, on voit comment l'arrivée des nouvelles technologies fait considérablement évoluer les manières de faire et accentue la dimension rupture générationnelle telle qu'on peut l'observer aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la lecture qu'on peut faire de l'évolution de la société civile dès lors qu'on l'applique à l'espace. Et quand on regarde la manière dont les trois pays évoluent, on voit comment on est confronté à des divisions spatiales entre rural et urbain notamment qui sont de plus en plus complexes à interpréter. On voit ainsi comment vous pouvez être en présence de villes ouvertes sur le monde, de métropoles inscrites dans le mouvement de la globalisation, et ce que ça dit des nouvelles formes de la modernité. À côté de villes de plus petite dimension, qui changent à une vitesse plus lente,
avec une capacité d'ouverture et de rayonnement moindre que ces métropoles-là. Tout ça à côté d'un monde rural qui lui aussi est confronté à une hétérogénéité très importante, qui peut être parfois très reculée, parfois connecté plus facilement au milieu urbain, mais qui, dans tous les cas de figure, rencontre des difficultés de développement et peut se trouver, dans certains contextes, confronté à des indicateurs de pauvreté très élevés. Donc, cette stratification des villes et des territoires, ruraux notamment, qui permet quoi? Qui permet de mesurer le rapport à la modernité et au développement, ne dit pas grand-chose de la société civile et de son rapport, elle aussi, à la modernité et au progressisme. Vous pouvez ainsi avoir des collectivités rurales, enfin des localités rurales reculées, encore portées par des modes d'organisation traditionnels, qui, à côté de localités rurales qui sont très dynamiques, qui se battent ou qui se sont battues pour leurs droits. On en reparlera s'il faut, mais quand on voit ce qui se passe en Kabylie, quand on voit ce qui s'est passé à Jemna en Tunisie, quand on voit ce qui s'est passé pour les femmes Soulayat dans le périurbain de Rabat-Salé, on voit comment, effectivement, la question du rural, ce n'est pas forcément synonyme de tradition et de conservatisme, ça peut être aussi tout autre chose. Et à l'inverse, en milieu urbain, vous avez la même chose. Des milieux urbains très, très dynamiques, ouverts sur le monde, à côté voilà, de territoires fragmentés, à forte connotation religieuse, et montrant que, en fait, c'est très compliqué de venir plaquer sur le rapport au développement, finalement, une lecture de la société civile qui ferait dire qu'en milieu urbain, la société civile est obligatoirement plus dynamique et plus ouverte qu'elle ne l'est en milieu rural. Quand on fait référence à ce qui s'est passé au moment du printemps en Tunisie, on voit bien que le printemps, la révolution, elle est partie de Sidi Bouzid en 2010 et on n'était pas dans la capitale. Quand on voit ce qui s'est passé en Algérie avec le Irak, c'est du chef-lieu de la région des Hauts-Plateaux que le Irak est parti. Donc voilà, ça c'est un point qui nous est apparu comme très important. Par contre, si cette division milieu urbain, milieu rural, elle n'est pas opérante pour lire les évolutions de la société civile dans son rapport à la modernité et au progressisme, ce qui nous est apparu, c'est que c'est dans les capitales, dans les plus grandes villes, que les associations ont la plus grande des capacités à se faire voir, à se faire connaître, à se trouver parfois sous le feu des projecteurs. Et c'est surtout à ce niveau-là qu'effectivement, on a pu observer des différences entre les associations et leur capacité finalement à être médiatisées, à être destinataires de fonds ou pas. Voilà pour ce qu'il en est de la manière d'appréhender voilà, cette complexité de la situation actuelle. Je vois que le temps passe très vite, alors je sais pas. Oui, ça fait quasiment 1 heure là que on dialogue. Oui, mais sachant que dans ce que vous venez de dire, oui, merci beaucoup. Hein. Je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'option QER, hein, donc on reprendra tout à l'heure. Mais je vous remercie beaucoup pour ce retour un peu dans l'histoire des sociétés civiles dans le Maghreb, qui partait d'une histoire un peu traditionnelle jusqu'à aujourd'hui, en passant par, on va dire, la confrontation des sociétés civiles avec les régimes en place, aussi pendant les périodes un peu difficiles que cette région a vu passer, notamment les décennies noires. Après, il y a le Hirak ou le printemps arabe. Vous avez parlé, Fatima Chahid, vous avez dit que la société civile émergente aujourd'hui, et on sait très bien à quel point le numérique a joué un rôle très important dans le développement de cette société civile. Donc, vous avez dit que cette société civile, elle est jeune et elle a besoin d'appui. Donc, pour moi, ça évoque aussi la question des politiques publiques en place. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit de la politique publique en place par rapport à cette question?
Bon, je dirais que là encore, il y a des différences et des similitudes entre les trois pays. Ce qu'on a constaté, c'est que, par exemple, si on parle en termes d'appui, là, on a trouvé qu'il y avait un appui qui a duré dans le temps et qui s'est structuré tout le long de ces 60 années. C'était au Maroc. C'est-à-dire les pouvoirs publics, ils ont commencé à financer les associations, des petits financements d'abord qui existaient au niveau des collectivités locales. Ça, avec l'arrivée de l'alternance, c'est passé au niveau des départements ministériels, des lignes du budget de l'État qui étaient ouvertes. Il y avait un cadre, une sorte de circulaire qui a essayé d'organiser le partenariat entre l'État et les associations. Ça, c'est au niveau financier. Ça ne veut pas dire que ces financements sont transparents, c'est-à-dire qu'il y a toujours des nuances à faire, il y a du clientélisme encore, il y a des îlots de citoyenneté où à la fois la société civile et les pouvoirs publics vont agir ensemble et vont être dans une transparence, mais il y a d'autres où il y a beaucoup de flou, où où il y a également manque de transparence. Au niveau de la relation maintenant, c'est vrai que depuis les années 70, il y a eu une pratique de confrontation, la société civile d'un côté, les pouvoirs publics de l'autre, les partis de l'autre, les syndicats de l'autre, mais depuis les années 2000, on a commencé à voir une sorte de soulagement de cette confrontation, de tous ces conflits qui existaient. Et on est passé donc à des sortes de coopération, mais très, très, très prudente encore. C'est-à-dire la confiance n'est pas là, il y a une méfiance. Qui c'est cette société civile? Quelle légitimité elle a de revendiquer le droit de participer? Ça, on l'a entendu. Et ça se voit dans le comportement également des pouvoirs publics. Mais après, avec ce qui s'est passé depuis, je crois, 2011, nous assistons quand même à une certaine ouverture qui reste une ouverture très, très relative. Aujourd'hui, quand même, nous avons des associations qui contrôlent les parlements, qui font un contrôle, une sorte de monitoring sur le Parlement, chose qu'il y a 20 ans était inimaginable. Nous avons des associations qui font l'observation des élections organisées par le secteur, ce qui était également inimaginable. Nous avons des revendications autres, multiples et variées sur tous les échelons. Et les Hirak qui se sont passés, si je prends par exemple 2017, 2018, 2019, il y a eu tellement de soulèvements, tellement de Hirak, parce que ce qui a été promis en 2011 a pris du temps à être mis en place. Donc là, aujourd'hui, on est dans ce questionnement. Est-ce que ce qui a été prévu après 2011 était insuffisant? C'était juste pour calmer la rue, pour calmer la colère sociale. On est en déconnexion tout à fait par rapport à... Je crois que répondre par oui ou par non, ça serait pas la bonne réponse. C'est à nuancer parce que nous savons que également dans nos pays, les décisions qui sont prises dans nos pays, mais il y a aussi des décisions qui sont prises au niveau international, surtout le niveau économique aujourd'hui qui pose énormément de problèmes. Aujourd'hui, des décisions qui sont prises au niveau international, ils ont un effet sur l'agriculteur, sur l'ouvrier. Donc là, il y a aussi des choses. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça tarde à venir, mais on assiste également à un certain recul dans nos pays. Par exemple, là où il y a un gouvernement qui a un référentiel religieux, je prends le cas du Maroc, donc il y a un recul au niveau des droits des femmes, des droits de l'homme d'une manière tout à fait... C'est inconcevable qu'on remarque aujourd'hui, et tout est écrit, je n'invente rien, que les associations de droits humains se voient imposer un certain nombre de restrictions, de répressions par rapport à l'utilisation de l'espace public, par rapport aux manifestations, par rapport également à l'appui. Donc là aussi, il y a aussi la crainte de ce qui se passe, parce que dans les révisions des lois sur les libertés publiques, la loi sur l'association, il y a des risques aussi. Je donnerai pour exemple, il y a eu deux ministères créés, un ministère de
de relations avec le Parlement en Algérie, plutôt au Maroc et en Tunisie. Et dans les deux pays, on a senti la présence de ce ministère comme une tutelle. Et parce que les gens qui sont derrière, ils ont au début essayé enfin, je ne sais pas s'ils comprennent bien leur mission ou pas, mais en tout cas, ça a montré qu'il y a encore aujourd'hui il n'y a pas une vision commune du rôle que peut jouer la société civile, de ce qu'elle est aujourd'hui, de tout ce à quoi elle est arrivée. N'oublions pas que c'est grâce à cette société civile, comme disait tout à l'heure Emmanuel, qu'on a vu avancer les droits des femmes, qu'on a vu avancer les droits des enfants, qu'on a vu avancer le développement d'une manière globale. Et donc, dans ces pays, aujourd'hui, il y a quand même la mise en place de ce ministère. Je prends le cas du Maroc, qui est très parlant. Le ministère a voulu organiser un dialogue social avec la société civile. Eh bien, il y a eu une scission à l'intérieur de la société civile, celle qui était pour, celle qui était parce qu'il y avait une divergence dans la vision de ce que c'est que la société civile et son rôle. Et donc là, on est sorti avec deux dialogues parallèles. Chacun a ses conclusions qui sont d'ailleurs sur toutes les plateformes. Et donc ça, c'est des risques aujourd'hui. Et pour dire que cette relation n'est pas une relation tranquille, il y a une confrontation, il y a une collaboration, mais il y a beaucoup de prudence aujourd'hui, je crois, dans les trois pays. Et ça, je laisserai mes collègues compléter peut-être. Oui, un mot, merci Fatima, un mot sur l'Algérie. Dimanche dernier, il y a eu une nouvelle constitution qui a été votée par un nombre très réduit d'Algériens. Sans commune mesure avec les espoirs qu'avait soulevé l'Irak pour les sociétés civiles. Mais ce qu'on peut dire, finalement, c'est assez proche de ce que tu soulignes, Fatima, c'est l'idée que s'il y a eu politique publique en Algérie, c'est pour les ONGG, c'est-à-dire les ONG historiquement proches du FLN, du pouvoir, avec les scouts. Oui, alors dans ce cas-là, il y avait des ONG, entre guillemets, qui étaient soutenues par des politiques publiques. Bien sûr. Voilà. Donc, mais pour toutes celles qui ne faisaient pas partie du premier cercle, c'était beaucoup plus difficile. Et encore aujourd'hui, on a de nombreux exemples avec des fonds qui sont bloqués dans les banques et que d'ailleurs, ça fait un lien après sur les acteurs au niveau de la coopération internationale. Hein. Aujourd'hui, en Algérie, c'est très difficile de pouvoir avoir un travail et un financement entre les deux rives. Donc, c'est un tableau très contrasté, mais on peut difficilement dire que il y a un progrès dans l'appui à la société civile algérienne. Hein. C'est quand même très difficile aujourd'hui pour la société civile algérienne d'exister, de continuer à travailler, mais elle démontre sa capacité de résilience, comme on dit aujourd'hui, et elle continue le travail au quotidien, qui est un travail de fond, même si des fois elle le fait de façon informelle, pour ne justement pas être dans un rapport de contrôle par les autorités, qui rendent des fois le travail très difficile, voire impossible. Merci Martin, mais vous touchez à un point sur une question que je voulais aussi vous poser, c'est par rapport à cette question de relations avec les acteurs de la coopération internationale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces questions, par rapport aux acteurs de la coopération internationale dans ces pays? C'est-à-dire, au niveau de la coopération internationale, il y a les financements, bien sûr, c'est le nerf de la guerre, mais il y a à côté, et qui est très, très important, c'est-à-dire tout l'appui, toute l'ouverture, toutes les idées
qui sont discutés au niveau international, soit au niveau des rencontres conventionnelles des Nations Unies, soit à un autre niveau. Je prends le cas, par exemple, des forums sociaux, qui, on l'oublie souvent, et je crois beaucoup de gens disent à quoi ça sert. Nous, on a rencontré des gens, et moi, j'en suis témoin également parce que j'ai été, les gens qui nous disent, ces rencontres ont changé ma vision de travail de la société civile. Et depuis, je travaille d'une autre manière. Donc, n'oublions pas que ces idées qui sont les débats, les idées, ils sont très, très importants, sinon plus importants peut-être que les financements, parce que c'est ça qui permet l'ouverture. Les idées aujourd'hui qui sont discutées, ils font leur cheminement. Les idées qui étaient discutées, je prends la question de la participation en 1990, on ne pouvait pas parler de participation. Aujourd'hui, c'est dans tous les documents qui ont été approuvés dans nos pays, dans les constitutions. Donc, les idées, les débats, les réflexions, ils sont aussi importants que les financements. J'ajouterai un mot par rapport au financement. Je dirais que sans peut-être ces soutiens de la coopération internationale, je crois qu'on aura un autre visage de société civile aujourd'hui, parce que ce soutien, il a été là au moment où les pays ne finançaient pas, au moment où les pays faisaient beaucoup de pression sur les... Et donc, c'est grâce à ce soutien que la société civile, dans certains cas, elle a pu se développer, se structurer et être dans le changement de tout son environnement. Donc, c'est sans contexte que la coopération internationale, elle a joué un rôle important dans ce qu'est aujourd'hui la société civile et peut le jouer encore beaucoup plus dans les années à venir. Et j'ajouterai quelque chose. Bon, maintenant, si on vient aux différentes difficultés qu'on a soulevées, c'est que parfois, comme a dit Martin, les projets, on se pose la question sur le choix des... Quels critères sont derrière le choix des associations et des projets? Donc, quels sont ces critères? Bon, on revient sur la question d'intérêt des pays. Parfois, on a vu qu'il y a des projets qui étaient... des projets des associations fabriquées au niveau international. Hein. L'idée vient dans une rencontre et on met en place des associations. Donc, un partage un petit peu un certain nombre de projets sur des réalités qui ne sont pas les mêmes. Il y a aussi parfois le faible alignement sur les... Mais là aussi, on se pose la question, qu'est-ce que c'est que l'alignement sur les politiques publiques? C'est-à-dire que tout ça, c'est vrai, mais bien nuancé. Il y a le soutien grandissant et croissant aux associations à référentiel religieux. Ça, on l'a constaté. Nous, on a vu 3 ou 4 associations qui ont beaucoup de financement et qui viennent de la coopération internationale, qui ont vraiment des moyens à la fois logistiques et des moyens pour mener une multitude de portefeuilles de projets. Là aussi, c'est des questions. C'est-à-dire c'est là où l'intérêt pour nous est de continuer cette recherche et d'aller encore en profondeur sur ces questions. Merci. D'accord, merci. Je ne sais pas si Emmanuel, vous souhaitez rajouter quelque chose. Merci beaucoup. Je vois aussi qu'il y a des réactions qui commencent dans le chat. On commence à avoir des réactions. Mais juste, on va essayer de faire rapidement sur la fin de l'intervention pour laisser aussi le temps à nos participants de réagir aussi à ce débat. Donc, moi, j'ai encore 2-3 questions. Première, vous avez dit au début que vous avez observé à peu près 70 initiatives, ou 60, on va les appeler initiatives ou acteurs au Maghreb. Je voulais savoir juste qu'est-ce que vous avez retenu de ces 70 initiatives, soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie? Bon, même si ça a été quelque part l'objet premier de la recherche, ce qui nous a conduit à la mener, j'essaierai d'être aussi concis que possible, hein, parce que c'est vrai que le temps s'écoule et il faudrait qu'on laisse la place au débat. Donc, à propos des initiatives, ces 72 initiatives qu'on a observées à l'échelle des 3 pays, je voudrais juste rappeler, mais même si je l'ai dit tout à l'heure en abordant notre démarche, qu'on a
qu'on n'a pas cherché à dresser un panorama représentatif de ce qu'est le monde associatif dans les 3 pays. C'est impossible, comment dire, c'est important d'insister sur ce point parce qu'on voit bien comment la situation économique et sociale est difficile, quelque part aujourd'hui plus que jamais. On voit bien comment, sur le plan politique, il y a potentiellement des points de bascule très préoccupants. Et puis on voit bien comment, dans les domaines observés, l'éducation, l'emploi, l'environnement et d'autres, les problèmes et les manques sont immenses. Et puis enfin, et ça on n'a pas cessé de le dire, on voit comment la situation des associations est elle-même très contrastée. Alors ceci étant, malgré ces difficultés, on a observé quand même des initiatives assez étonnantes et surtout très enseignantes, qui ont une capacité potentielle à faire bouger les lignes que quelque part on ne soupçonne pas. Pour illustrer le propos, j'évoquerai des initiatives ou des démarches qui nous sont apparues comme des trouvailles à valoriser. Je vais en citer quelques-unes, c'est peut-être la meilleure des manières de dire les choses. Sur la question de l'emploi, par exemple, il existe aujourd'hui des associations, de plus en plus nombreuses d'ailleurs, qui sont capables d'aller chercher des jeunes en difficulté, de les accompagner vers la formation professionnelle avec une mise à niveau, puis de les aider à décrocher un emploi, jusqu'à assurer le suivi en entreprise durant les premiers mois de l'insertion professionnelle, pour qu'il n'y ait pas de décrochage, pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Dans cette manière de faire, il y a quelque chose d'une approche transversale qui permet quelque part que chaque maillon de l'action porte ses fruits, bien plus que lorsqu'on mène des actions segmentées, compartimentées, sans articulation des différentes formes d'accompagnement, comme le font d'ailleurs beaucoup de politiques publiques. Donc ça, c'est le premier exemple. Sur la question de l'animation socio-culturelle et artistique, vous avez aussi des associations qui investissent des quartiers sensibles, stigmatisés. Ils développent des dispositifs structurants, on en reparlera s'il faut, animent l'espace public, mènent des actions d'embellissement par des créations artistiques, qui permettent d'apaiser le climat social, mais aussi de travailler sur l'identité du quartier, l'image qu'il renvoie à ses habitants et aux autres, pour faire qu'en sorte les difficultés sociales soient vécues autrement et que les phénomènes de stigmatisation observés évoluent. On en reparlera s'il faut, mais il y a des exemples qui sont venus nous surprendre de ce côté-là, dans cette capacité de faire bouger les lignes du côté des représentations et des images véhiculées liées à certains quartiers sensibles. Ça, c'était pour les trouvailles. La deuxième chose que l'étude met en avant, c'est l'existence d'associations qui développent des actions dans des domaines qui viennent souvent suppléer aux déficiences de l'État. Je prends encore 2 exemples pour illustrer le propos. Au Maroc et en Tunisie, le préscolaire, vous le savez, existe, mais bon, hormis la Tunisie qui a créé en 2002 une année préparatoire dès l'âge de 5 ans, l'école n'est obligatoire qu'à partir de 6 ans. Ce qui veut dire que le secteur public est très peu présent. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, d'après les sources, c'est seulement 10% des écoles maternelles qui sont publiques au Maroc. Ça veut dire que les écoles maternelles, elles auraient essentiellement du privé et du religieux. À côté de ça, vous avez des associations qui sont connues pour certaines, totalement inconnues pour d'autres, qui ont investi le secteur en créant des écoles communautaires sur la base d'une pédagogie inspirée de Freinet, Montessori ou d'autres, avec une forte participation parentale qui permet de sortir des travers et des limites du secteur privé qui peut être inaccessible parce que trop cher, qui permet aussi de sortir du religieux qui peut quelquefois déranger, parce que conservateur dans certains contextes. Bref, quelque chose qui montre que dans... Je fais vite, Martin. Il y a quelque chose qui vient là suppléer dans le préscolaire les déficiences des politiques publiques. Dans le domaine de l'enseignement secondaire, la même chose. On sait à quel point on est confronté à des taux d'abandon scolaire élevés, notamment à partir du lycée. Et on voit comment il y a des associations qui développent des partenariats avec les lycées, enrichissent le curriculum de formation qui est
beaucoup trop académiques et trouvent par les activités qu'ils développent le moyen de réactiver le désir d'aller à l'école ou de trouver des solutions face aux difficultés rencontrées. On en reparlera s'il faut. Ça, c'était le deuxième des points. Le troisième des points que je voulais évoquer à propos des associations rencontrées, des expériences qu'on a pu observer, c'est de voir des associations qui, par l'ampleur de leur projet, leur expérience, initient quelquefois des actions qui sont comme des préfigurations de politique publique. Je prends un seul exemple et je ne dirai pas plus. Vous avez par exemple aujourd'hui au Maroc l'association des enseignants dans les sciences de la vie et de la terre qui développe depuis plusieurs années un important programme qui vise à faciliter le ramassage des déchets dans des quartiers périphériques, oubliés des politiques publiques. Et ce, aujourd'hui, à l'échelle de plus de 20 villes au Maroc. C'est ainsi qu'avec les écoles, les associations de quartier, ils mettent en place une démarche qui fonctionne et qui fait que là où le ramassage public des poubelles n'existe pas, il se passe quelque chose qui va même plus loin que ce que les pouvoirs publics font, parce qu'il y a question de tri, parce qu'il y a question de recyclage. Donc on voit comment il y a dans ce type d'action, par ce qui est fait, par la dimension que ça prend, il y a quelque chose qui a de quoi inspirer des politiques publiques à faire naître. Il y en a dans le préscolaire, il y en a dans d'autres domaines, je ne le dirai pas plus. Et puis pour finir, il y a une chose qui est venue nous surprendre, mais Fatima en a parlé tout à l'heure, donc je vais être très rapide, c'est le développement d'associations qui sont potentiellement en capacité de s'autonomiser, ou en tout cas qui vont dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'elles jouent le rôle classique d'associations qui mènent des actions de solidarité, de bienfaisance, et qui ont besoin de moyens financiers pour ça, soit en provenance des acteurs de la coopération internationale, soit en provenance des pouvoirs publics. Mais en même temps, vous avez, parmi ces associations, certaines qui développent une structure privée, en parallèle de la structure associative, portée par des valeurs sociales, et qui font de la prestation rémunérée. Donc on voit comment on a des modèles économiques potentiellement autonomes pour certaines associations qui sont extrêmement intéressantes à observer. On en reparlera s'il faut. Donc voilà, en conclusion, on voit comment ce qu'on a cherché à faire, c'est tenter au moins, on l'espère, de mettre en lumière le fourmillement d'initiatives très intéressantes qui, à leur niveau et avec leurs moyens, essayent de faire bouger les lignes. Donc, on n'est pas à dire qu'elles prennent le dessus sur le reste. On n'est pas à dire que ce qu'elles initient, quelque part, il n'y a pas de problème pour elles non plus. On est juste à dire qu'elles offrent quelque part une manière de faire et un espoir sur lequel s'appuyer pour provoquer les changements nécessaires. Voilà. J'ai essayé de faire vite. Merci Emmanuel. Moi, il me reste deux questions. Je vais essayer de le mettre en un seul. D'abord, la première chose, c'est la suite. C'est quoi la suite? C'est quoi les prochaines pistes de recherche ou qu'est-ce que vous comptez faire? Et la deuxième partie de la question, c'est si on veut recommander ce livre, on peut le recommander à qui? Il est adressé à qui en fait ce livre? C'est qui le public? Fatima, si tu es d'accord, on laisse Emmanuel répondre parce qu'il est très concis, donc c'est parfait. Ouais. Très bien, aucun souci. Non, je vais essayer d'être très rapide. Bon, dans la manière de poursuivre la recherche, il y a plein de limites à notre travail. Je ne vais pas les lister là. S'il faut, on en reparlera dans les échanges et le débat, mais il y a une préoccupation qui émerge de notre travail, c'est d'essayer de mesurer les impacts sociaux et territoriaux de manière beaucoup plus approfondie d'un certain nombre d'initiatives qu'on a observées ou d'initiatives à découvrir, notamment dans le champ de l'urbain. Là c'est l'urbaniste qui parle. C'est en fait interroger un peu plus la capacité habitante et citoyenne à participer à la fabrique de la ville et à mesurer finalement les impacts sociaux et territoriaux de leurs actions. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Après, la recherche elle-même, en fait, elle a permis de faire naître une chaire
au sein de l'université avec un certain nombre de partenaires du monde socio-économique, qui fait que du coup, on va pouvoir poursuivre la recherche, mais en l'articulant à la formation et à de l'expérimentation de projets ou de l'accompagnement d'associations. On en reparlera s'il faut. Voilà. Après, concernant le travail et le fait qu'on les transformait en livres et à qui ils s'adressent. Bon, peut-être déjà d'abord dire que, à notre connaissance, d'après le travail de recherche qu'on a fait, il n'y a quand même pas beaucoup d'écrits sur la société civile et les questions que nous nous sommes posées qui parlent des 3 pays à la fois. Je dis bien, donc, et du coup, qui sont dans une approche comparée. Donc pour nous, c'était important de valoriser cette approche comparée à l'échelle de 3 pays, aussi modestement que cela puisse être. Ensuite, vous voyez bien comment, au travers de ce qu'on peut dire, il y a comme un plaidoyer pour la société civile et le rôle qu'elle peut jouer. Donc il y a une volonté derrière un travail de recherche d'aller dans le sens d'une action militante, vous l'aurez sans doute compris. Et puis après, il y a cette idée qu'il y a des initiatives, il y a des expériences dont on peut, au-delà de s'enseigner, c'est fortement s'inspirer. Donc diffuser le travail autant que c'est possible, dès lors qu'il paraît intéressant à ceux qui le lisent, c'est pour nous extrêmement important. Après, on voit comment ça peut être un public, bien évidemment, d'étudiants et d'universitaires, mais aussi d'acteurs de la coopération, mais aussi d'acteurs du monde associatif, d'acteurs de la société civile en général, voilà, qui sont préoccupés par les questions de changement, de démocratisation, de réforme et autres, quoi. Voilà, et je laisse Martin et Fatima compléter s'il faut. Tu as tout dit, Emmanuel. Hein. Voilà, je crois que ce qu'on peut peut-être donner comme élément de conclusion, c'est que cette recherche a été une aventure et que l'aventure va continuer. Je dirais peut-être juste un mot. C'est que, bon, vous l'avez fait, tu l'as fait tout à l'heure, mais je préfère y revenir. Cette recherche n'aurait jamais pu avoir lieu sans toutes les associations et toutes les personnes qui nous ont reçus et qui nous ont ouvert leur cœur et qui nous ont parlé d'une manière généreusement et d'une manière vraiment qui nous a fait beaucoup de bien. Parce que tout le monde, les gens sont dans leurs problèmes, mais ils trouvent le temps de te recevoir et de consacrer le temps et de donner toute l'information. Alors, toutes ces personnes, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, ici en France, nous les remercions infiniment. Nous avions compté et nous voulions et nous avons prévu de faire des restitutions dans les pays. On n'a pas pu avec cette pandémie. Et donc, ce qui explique aussi que des rencontres comme celle que vous venez d'organiser, nous en remercions parce que ça nous permet au moins d'atteindre un petit objectif de ce qu'on voulait. Et encore une fois, comme l'a dit tout à l'heure Emmanuel, il y a beaucoup d'études, et vous l'avez posé la question au début, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, mais qui restent dans les tiroirs. C'est pour cela que la publication d'un livre permet quelque part d'ouvrir quelques portes pour la diffusion et pour la circulation de l'information. Et donc, merci encore une fois à vous et à toute l'équipe qui a été derrière et qui nous ont reçus. Merci à toutes les personnes qui ont été là, qui nous ont écoutés, et à très bientôt.